Les mouvements proprement terroristes représentent une toute petite minorité du monde musulman. Mais depuis quelques années, leur virulence et leurs moyens se sont accrus. 3 révolutions ou guerres ont déboulonné un mythe, celui des grandes puissances ou de leurs alliés invincibles. Les amis occidentaux du Shah d'Iran n'ont pas pu empêcher sa chute. La coalition armée de la guerre du Golfe a sans doute remporté une victoire militaire, mais elle a soudé, bien au-delà du champ de bataille, l'exaspération des musulmans. Quant au conflit afghan, il a été vécu comme une guerre sainte contre le communisme athée. Et cette guerre sainte-là a été remportée. On le sait mieux aujourd'hui, ces combattants islamistes ont été armés et financés par un soutien international où les États-Unis le disputaient à l'Arabie Saoudite pour figurer en première ligne. Qui donc a récupéré les moyens militaires et financiers de ce soutien? Les islamistes les plus radicaux. Quiconque parmi ces extrémistes est passé par l'Afghanistan est aujourd'hui un combattant de légende qu'on appelle un Afghan, quelle que soit sa nationalité. Pour trouver les traces des filières terroristes islamistes, nous avons dû traverser la frontière pakistano-afghane et pénétrer en Afghanistan. Nous avons pu passer à la faveur d'une accalmie. Après 10 ans de guerre avec l'armée rouge, 6 ans de guerre civile entre factions plus ou moins islamistes, le pays est encore en guerre. Kaboul, la capitale, n'avait pas été détruite durant le conflit avec les soviétiques. Les combats entre islamistes ont fait le travail. Voilà ce qu'il en reste. Il n'a fallu qu'une seule année pour aboutir à ça. Les auteurs de ces ravages sont les 2 factions islamistes qui se disputent le pouvoir. Pour détruire leurs adversaires, ils se sont acharnés sur la ville. Pour le moment, Kaboul est entre les mains des gouvernementaux, eux-mêmes des modérés selon les critères occidentaux, mais qui ont tout de même rebaptisé il y a peu l'Afghanistan État islamique. Les gens vivent encore ici, ou plutôt survivent. Quelque part dans les ruines se trouve une prison de la police politique gouvernementale. Du bâtiment, on n'en verra pas plus. C'est pourtant là que nous commençons notre enquête. Cet homme est un prisonnier, il s'appelle Rida Fadel-Aneli, il est égyptien. Il est venu ici faire la guerre sainte avec le groupe le plus fondamentaliste d'Afghanistan. Il a été pris en charge par un réseau spécialement destiné aux frères arabes et envoyé en camp d'entraînement. L'entraînement, c'était à peu près toute la journée. Toute la journée. Sauf quand on allait manger et à l'heure de la prière. Et combien de temps durait-il? Moi, je me suis entraîné pendant 35 jours. Mais sur quelles armes? Sur de l'armement léger. Kalachnikov, le RPG, le lance-roquettes et la mitrailleuse lourde Douchka. Ceci, c'est le contenu d'une cassette de propagande distribuée partout dans les milieux islamistes, miroir de la guerre sainte afghane. Ces mauvaises images, ce sont les entraînements des combattants arabes. Nulle indication précise de leur nationalité. Mais on voit bien la nature de leur entraînement. Au-delà du militaire, on voit également la fabrication de la littérature de propagande. On en trouve partout dans le monde musulman. On y exalte la guerre sainte et l'exemple afghan. C'est précisément à ce genre de stage que notre prisonnier égyptien a participé. La différence, c'est que ces images ont quelques années, alors que lui y était, avec ses camarades, il y a quelques semaines. Nous étions à peu près 40 à 50. De quel pays? De toutes les nationalités. Par exemple? Des Saoudiens, des Algériens, des Yéménites et d'autres. Et il y avait des Arabes avec vous? Et de quel pays? De tous les pays. Aussi bien des pays occidentaux que des pays arabes, oui. En Algérie, les anciens de l'Afghanistan sont rentrés depuis longtemps. En juin 1991, on les a vus dans la rue pour la première et la dernière fois. Pourtant, depuis, ils sont partout, à la tête des commandos les plus durs et les plus fanatiques. Cette présence des musulmans du monde entier en Afghanistan a été constatée par les services de police européens. Pour la première fois,
La direction centrale des renseignements généraux au ministère de l'Intérieur à Paris, en charge de la lutte antiterroriste islamiste, a accepté de nous laisser interviewer un de ses agents. Cet homme risque sa vie. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne verrez pas son visage. Les agents, effectivement, il y a eu des gens qui ont organisé le passage des militants maghrébins, moyen-orientaux qui sont allés combattre en Afghanistan. Ce sont des personnages souvent connus, des personnages qui bénéficiaient d'une certaine surface. Et puis il y a l'Afghan de base qui lui est allé combattre, souvent recruté dans les pays arabes, souvent un individu sans grande dimension, et qui va subir un entraînement militaire et une formation doctrinale poussée. C'est au Maroc que cela s'est vérifié. Des Afghans ont manipulé de jeunes beurs des banlieues françaises. Ils les ont entraînés dans leur camp en Afghanistan et les ont ramenés ensuite pour qu'ils assassinent 2 touristes espagnols dans un hôtel de Tanger. La cour marocaine les a condamnés à mort. Manifestement, ces hommes ne réalisaient pas la nature du sacrifice que l'on attendait d'eux. Mais pour les Afghans, au contraire, les objectifs étaient clairs. Et s'ils vous demandent d'aller combattre les gouvernements américains, anglais, français? Oui, mais ceci reste improbable. C'est encore loin. On va commencer par ce qui est proche. Nous n'irons vraiment pas très loin pour commencer. On ira d'abord, par exemple, chez les Russes, aux frontières de l'Afghanistan. Et petit à petit, nous continuerons plus loin. Et petit à petit, vous irez dans d'autres pays d'Europe ou des États-Unis? Partout où il le faudra. 26 février 1993, une bombe secoue le World Trade Center à New York. Un symbole, un des temples du capitalisme mondial, le cœur de l'Empire américain. Assez vite, les Américains repèrent l'auteur, un Tunisien, qui lui aussi a fait ses classes en Afghanistan. Choqués, les Américains vont découvrir que leur territoire, qu'ils croyaient inviolable, peut connaître la même spirale des attentats que le reste du monde. La guerre sainte. Mais comment en sont-ils arrivés là? Pour le savoir, il faut retourner en arrière, en 1985. Cet étrange spectacle, c'était celui de 2 Afghans en train de faire leur course. Nous étions à l'époque à Las Vegas, dans une convention organisée par des militants anticommunistes américains. Ici, on trouvait de tout, des armes et de l'argent. Oh, c'est beau. Combien ça coûte? 395 $. À l'époque, il fallait trouver quelque part de généreux donateurs. Il faut dire que les Russes avaient envahi l'Afghanistan 6 ans auparavant, et les Afghans manquaient de tout. Équipements, armes, nourriture, médicaments. Alors, ils venaient mendier partout où ils pouvaient. Au fond, dans ce lieu tout entier acquis à leur cause, ils cherchaient des sponsors, et ils ne les trouvaient qu'auprès des personnes privées. Mais il fallait beaucoup d'argent pour beaucoup d'armes. Bonne chance dans votre lutte. Les Afghans vont finir par trouver les moyens qu'ils cherchaient auprès de l'État américain. 3 milliards de dollars exactement. La plus grosse opération secrète des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, pour vaincre peut-être définitivement l'ennemi communiste. C'est à la Maison-Blanche que l'opération commence. Elle est pilotée en particulier par Vincent Canistraro, un ancien de la CIA, à l'époque au Conseil national de sécurité auprès du président Reagan. Les États-Unis ont choisi de fournir toute leur aide et toutes leurs ressources aux Pakistanais, qui en retour fournissaient aux Moudjahidines entraînement, armes, équipements, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis fondamentalement ont perdu leur rôle de contrôle en déléguant leur autorité aux Pakistanais. Et les Pakistanais ont pu prendre des décisions critiquables. L'une des décisions critiquables, c'est cet homme. Il s'appelle Gulbuddin Hekmatyar. C'est un islamiste radical, un fanatique religieux. En quelques années, les Pakistanais augmentent leur soutien à son groupe jusqu'à en faire le premier d'Afghanistan. Pourquoi Hekmatyar, qui dirigeait un plus petit groupe, a reçu plus d'armes que d'autres? Les Pakistanais répondaient qu'ils ont classé tous ces groupes en fonction de leur capacité militaire et en fonction de cette échelle, Hekmatyar, qui était le plus efficace militairement, a reçu le plus d'armes. Pour en savoir davantage sur Hekmatyar,
nous avons retrouvé quelque part au Pakistan l'ancien chef des opérations afghanes des services secrets pakistanais, le général Mohammad Yousaf. Il est un des meilleurs organisateurs parmi les Moudjahidines afghans. Son organisation est superbe. Et c'est grâce à son organisation, parce qu'il a établi des bureaux dans différents pays musulmans, où les gens travaillent pour lui. Quand les gens viennent en Afghanistan, quand ils voient ce qu'il fait, ce que ceux qui le suivent font, alors naturellement, ils sont inspirés par lui. L'organisation d'Ekmatyar, il faut la faire vivre et croître. C'est là qu'intervient l'Arabie Saoudite avec ses propres buts, plus proche de la guerre sainte que dans l'anticommunisme des Américains. Et une fois de plus, ceux-ci vont laisser une partie de leur contrôle à un autre pays. C'était un accord entre les Américains et le gouvernement saoudien. Ce que les Américains donneraient à la djihad afghane par l'intermédiaire de la CIA serait fourni également pour la même somme par les Saoudiens à cette même CIA. Par conséquent, les Américains et les Saoudiens se partageaient à 50-50 le budget de la djihad. C'est encore à Washington qu'il faut aller pour comprendre les raisons de l'implication saoudienne dans cette affaire. Au Parlement américain, le groupe républicain a constitué une commission spécialisée sur le terrorisme et la guerre non conventionnelle. Cette commission est dirigée par Youssef Bodansky, un spécialiste de l'islamisme radical et de l'Arabie saoudite en particulier. L'argent saoudien était extrêmement important et il est toujours tout à fait important. Mais Riyad ne peut pas le dire. En réalité, c'est la stabilité du régime saoudien qui est en danger du fait de ses propres Afghans. Malgré un régime déjà fondamentaliste, il y a en effet à Riyad une opposition plus fondamentaliste encore. Pour les dirigeants saoudiens, une seule question: comment s'en débarrasser ? Les leaders saoudiens étaient très inquiets à propos de ce qui allait se passer avec leurs propres islamistes et leurs extrémistes. Et ils ont réalisé que ces gens étaient également préoccupés par la sainte cause ou la cause secrète dans le Proche-Orient. Partout, aussi bien en Israël, en Afghanistan, en Algérie, partout aussi bien qu'en Arabie Saoudite. Donc, ils ont pris une voie très cynique et très pragmatique. La famille royale saoudienne a décidé qu'il fallait aider et contrôler le flot de tous ceux qui voulaient faire la djihad. Ils n'iraient pas en Arabie Saoudite faire la djihad contre la famille royale. Et Ben Laden en fut l'un des fers de lance. Osama Ben Laden, un nouveau nom dans le dossier fondamentaliste. Le chef financier du réseau international islamiste. Personne n'a jamais vu sa photo. On ignore à quoi il ressemble. Peut-être est-il là, peut-être pas. Ces images sont rares. On ne voit pas souvent de manifestations en Arabie Saoudite. Ces manifestants appartiennent au groupe de Ben Laden. Aujourd'hui, l'un des principaux opposants au régime saoudien, jusqu'à une date récente, un des partenaires des plus hauts dignitaires du régime. Osama Ben Laden, qui voyage quelque part entre la Hollande, Londres et Khartoum, est le fils d'une très influente famille saoudienne qui est liée à la famille royale. Il est très riche. Par son engagement personnel à la cause, il a été nommé par d'autres princes au plus haut niveau possible, comme les frères du roi, pour être la personne qui s'occupe de leur relation avec la révolution islamique mondiale. Bin Laden a toujours été signalé comme l'un des financiers, comme l'un des indépendants saoudiens qui a financé, d'ailleurs en disgrâce, qui a financé la mouvance islamiste internationale. Et bien évidemment, vu son profil, qu'il a dû sans aucun doute continuer à financer un certain nombre de groupes islamistes. Ben Laden est devenu tellement incontrôlable qu'il justifie des rencontres très inhabituelles. Courant mars, plusieurs réunions se tiennent, dont une, ici à Londres, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, entre les services secrets saoudiens et leurs homologues de différents pays, notamment les États-Unis, Israël et l'Égypte. Objectif, en finir définitivement avec lui. Car les réseaux financés par Ben Laden et entraînés par Ekmatyar sont désormais une menace trop grande. Notamment à cause de cette arme, le missile Stinger. Avec ça, un homme seul peut abattre à coup sûr son avion ou son hélicoptère.
Les Américains en ont fourni près de 1500 aux Afghans, et bien sûr indirectement à Hekmatyar. 4 à 500 ont été tirés. Où sont les 5 à 800 autres? Pour en avoir une petite idée, il faut retourner une dernière fois à Kaboul. Ici, dans cette caserne, se trouve l'un des chefs militaires des gouvernementaux, le commandant Moslem. Depuis l'année dernière, les Américains ont décidé de récupérer leurs Stingers en échange de $100 000. Ils ont partiellement réussi, ils ont partiellement échoué. Certains pays, comme l'Iran et certains partis terroristes, ont réussi à faire sortir les missiles Stinger d'Afghanistan contre de l'argent. Via un parti pro-iranien, l'Iran en a reçu. Et via Hekmatyar, d'autres pays, comme l'Azerbaïdjan ou le Tadjikistan, et d'autres encore. Après le Maghreb et le Proche-Orient, les réseaux Ben Laden et Hekmatyar menacent désormais les anciennes républiques musulmanes d'Union soviétique. Malgré nos peurs, l'Occident n'est pas prioritaire. Pas encore. Si l'on exclut l'explosion de la bombe atomique et les 2 guerres mondiales, notre siècle s'est caractérisé par le nazisme et son génocide, et les déviations totalitaires du communisme, pourtant perçues, au départ, comme une révolution à usage mondial. Ceux qui regardent de près la montée des islamistes radicaux dans l'expansion démographique qui est naturelle à l'islam se demandent aujourd'hui si nous n'assistons pas à la naissance d'une nouvelle révolution dont les visées sont tout aussi globales que les précédentes utopies meurtrières. Ces radicaux révolutionnaires, comme toujours, sont minoritaires. Pourtant, les premiers à penser que leur exemple est dangereusement contagieux sont les gouvernements des pays où se forgent ces idéologies, où s'entraînent ces groupes de combattants, où s'arment et se financent leurs visées. Ces gouvernements savent pourquoi ils sont impitoyablement vigilants. Ils sont en fait les premiers menacés. Bonsoir, merci.